Maintenant, c'est donc Patrick Karam qui va intervenir. Donc, je ne vais citer que quelques points d'un parcours extrêmement dense. Vous avez été ancien délégué ministériel pour l'égalité... Interministériel, oui, pardon, j'ai mal lu. Pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, inspecteur général de la jeunesse et des sports depuis 2011. Vous êtes depuis janvier 2020 inspecteur général de l'éducation, des sports et de la recherche, corps de contrôle de l'État. Je vous prie d'excuser les omissions que je pourrais faire, mais vous pourrez toujours rectifier si vous le jugez utile. Depuis décembre 2015, vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Et depuis 2021 en particulier, vous êtes chargé des sports, des Jeux olympiques et paralympiques, des loisirs, de la citoyenneté et de la politique de la ville, de la vie associative. Vous avez écrit un livre noir du sport qui était exposé tout à l'heure à l'entrée de la salle, édité chez Plon en 2020, dont je vous recommande la lecture. Voilà, quelqu'un le montre d'ailleurs dans la salle. Vous dénoncez tout ce qui dysfonctionne dans le sport. Le racisme, l'homophobie, le harcèlement sexuel et les questions liées aux valeurs citoyennes que doit véhiculer le sport selon vous. D'ailleurs, j'ai pendant un moment pensé que le livre n'était plus disponible parce que nous n'avions pas pu nous le procurer, mais c'était juste un moment de rupture de stock chez l'éditeur. Ce moment est passé et vous pouvez donc l'acheter dans toutes les librairies. Votre expérience et votre connaissance du sport en France nous sont précieuses. Et je vous passe la parole. Merci madame. Alors d'abord, je m'exprime en tant que vice-président de la région, parce que je ne confonds pas les casquettes et ça n'est pas le haut fonctionnaire qui va prendre la parole, mais l'élu en charge de ces questions à la région. Je veux d'abord saluer votre association et Françoise Laborde, dont on connaît le combat et qui est historique et que je soutiens, mais alors totalement. Et il faut des femmes, madame, comme vous, courageuses comme vous et au combat. Alors vraiment, on peut vous applaudir, parce que le travail que vous faites est remarquable. Je veux faire juste quelques remarques avant de parler des dispositifs que nous avons mis en place depuis 2016. La première remarque est vraiment, je demande qu'on retienne ça. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le sport, c'est d'abord des valeurs. Le sport éloigne des maux de la société. Si on confond et on inverse les présomptions, on s'en sortira pas. Le sport, c'est des valeurs. N'hésitez pas à confier vos gamins. Vous êtes sûr qu'ils vont être recadrés. Je suis sorti de la rue grâce au sport et grâce au karaté. Et je n'oublie pas ce que le karaté a joué comme rôle dans ma vie. C'est des valeurs, mais il y a des dérives. Et quand il y a des dérives, il faut les combattre, et les combattre de manière extrêmement ferme, déterminée. On peut parler des violences sexuelles, de l'homophobie aujourd'hui qui n'est pas pris en compte. On peut parler, bon, on ne va pas prendre tous les sujets, mais restons sur la laïcité et les valeurs de la République. Oh, je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Sur la question de la bataille culturelle, moi je signe et je ratifie ce que vous avez dit. C'est du 100% à la fois, vous, madame, sur le concret et ce que vous avez déployé au niveau international, et vous, madame, parce qu'il n'y a pas entre élus de différence. Il y a, pour moi, les élus républicains, ceux qui restent encore sur l'antienne des valeurs de la République et de la laïcité, et puis il y a d'autres qui ont dérivé. C'est ça le sujet aujourd'hui pour moi, et c'est ça l'inquiétude. Et c'est vrai qu'au plan mondial, international, nous sommes confrontés à un entrisme, il faut le dire, des pays du Golfe. Nos grands amis, le Qatar, ils n'ont pas investi dans Paris Saint-Germain. Vous voyez, moi, je suis vice-président, je devrais être plutôt là-dessus, plutôt discret, essayer de ne pas mettre les pieds dans le plat. Mais à quoi ça sert d'investir au PSG ? Sinon pour redorer son blason. Essayer de faire oublier qu'ils ont financé l'islamisme, les frères musulmans, partout dans le monde. Ceux-là même qui nous combattent, ceux-là qui nous combattent au Tchad, ceux qui nous combattent en Libye, ceux qui sont nos ennemis, ils ont même financé à une époque Daesh. Est-ce qu'on peut, qui n'est pas frériste, l'organisation Daesh, mais ils cherchaient par tous les moyens à étendre leur étendard. On peut parler de la Turquie. On peut parler d'un certain nombre de pays, et puis des pays du Golfe et de l'entrisme auprès des fédérations internationales. Regardez le poids auprès des fédérations internationales, eh bien, des élus du Golfe qui, à coup de pétrodollars, imposent leurs normes. Qu'ont décidé les fédérations internationales, certaines, eh bien, c'est de dire, on va s'adapter à un certain nombre de règles. Attention, ça n'est pas cultuel, c'est culturel. On voit bien qu'ils se
Ils se moquent du monde. Et ben voilà, et voilà comment, avec ces pétrodollars, on arrive à imposer des normes au plan international. Le fait de dire qu'ils ne peuvent pas nous l'imposer en interne, c'est plus compliqué que ça. Parce que s'il y a une compétition internationale ici et que la Fédé internationale a dit ben, il faut du voile pour les femmes voilées, pour les femmes, vous ne pouvez pas vous y opposer, sauf à dire j'accepte pas, eh bien votre événement. S'il y avait la Coupe du Monde de foot et que la question s'était posée, nous aurions été obligés de nous plier aux normes de la Fédé internationale, parce que c'est comme ça, c'est la règle. Donc, ce combat-là, effectivement, nous l'avons perdu. Il faut être très clair. Moi, je l'explique dans l'ouvrage, je ne veux pas parler de mon ouvrage. J'ai vu que 2 volontaires courageux à acheter cet épais pavé. On n'a dit qu'un dixième de ce qu'on pouvait dire dessus. Je vous le dis. On donnait beaucoup d'exemples concrets. Notre avocat a censuré. On dit, ah non, vous n'avez pas parlé de ce champion que tout le monde connaît. Ah non, ne faites pas ça. Vous n'allez pas parler de ce sujet. Vous n'allez pas citer ceci ou cela. Donc on sait, effectivement, il y a eu un... Et parce que la maison d'édition qui a publié ça, forcément, a peur de procès. Et après tout, cette maison d'édition a raison et dans son rôle. Nous, c'était documenté. Je vous le dis, il n'y a pas, avec Magali Lacrosse, il n'y a pas un élément qui figure dans ce livre ou qui a été enlevé qui n'était pas documenté. Troisième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que il faut distinguer, et vous l'avez dit tout à l'heure, les questions d'atteinte à la laïcité. Alors, pardon de vous le dire, c'est pas que la laïcité, c'est laïcité, valeurs de la République. Il faut absolument mettre les valeurs de la République. C'est notre culture, c'est notre identité, c'est notre histoire. Si vous mettez laïcité, vous vous limitez dans le champ des combats que vous avez à mener et dans le champ des outils que vous pouvez mettre en place. Donc, distinguons les problèmes de laïcité, valeurs de la République, des problèmes de communautarisme et de radicalisation. Nous, on a mis en place un système de faisceaux d'indices, je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, sur les clubs, ça signifie que ces catégories-là ont un sens. Lorsque vous prenez, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez avoir des clubs qui ont des salles par les mairies, ou qui peuvent louer des salles vides, et qui louent, ou qui parfois ont des salles par les mairies qui ont été trompées, qui ont parfois des petites subventions. Bon, il y a un problème pour les mairies d'expertise, il faut le dire. Moi, il y a des mairies, je les ai identifiées, qui effectivement sont très ambiguës sur cette question. La plupart des mairies qui ont ces clubs-là ne le savent pas ou n'ont pas mesuré l'impact que ça peut avoir. Et nous avons un travail auprès d'eux que nous menons. Nous avions donc un club où, vous savez, avant, lorsque ces questions se posaient, c'était affiché. On priait sur le terrain. On imposait le halal dans la nourriture à tous, y compris ceux qui n'étaient pas musulmans. On imposait la douche habillée. Et ceux qui ne voulaient pas s'habiller, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, ceux qui ne voulaient pas s'habiller, eh bien, ils étaient frappés. C'est toujours le cas aujourd'hui. Il n'y avait pas de femmes. Vous vouliez aller dans ces clubs-là, difficile d'aller trouver une femme, il n'y en a pas. Pas de mixité de pratique, etc., etc. Je ne veux pas citer tous les exemples. Donc vous pouvez avoir ces problématiques-là. Vous pouvez avoir la question de l'entraîneur-recruteur. Ça, c'est plus grave. L'éducateur qui a le poids que vous connaissez sur les enfants, celui-là, s'il a basculé, s'il entraîne ses gamins dans les mosquées, si après ces gamins, il l'emmène dans d'autres dérives, c'est extrêmement compliqué à combattre auprès des gamins. Il y a des faisceaux d'indices qui permettent à ceux qui sont à l'extérieur d'identifier les situations. Alors, c'est vrai qu'avant, c'était très clair. On voyait bien avant 2014 que ces situations, quand on pouvait contrôler, c'était facile de voir les choses. D'ailleurs, bon, non, je n'ai pas le droit de citer ce que j'ai fait à l'inspection générale, donc je ne le dirai pas. Mais ça aurait été instructif pour vous de le savoir, mais je suis couvert par le sceau du secret professionnel. Mais aujourd'hui, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Vous prenez la question des prières sur le terrain, ben c'est plus sur les terrains ouverts. C'est dans les vestiaires. Ou alors dans des salles que l'on demande pour ne pas être identifié. Vous prenez la question de la douche habillée. On ne va plus vous interdire
alors des agents de l'État qui ont été formés, vont contrôler. On ne va plus vous interdire la douche habillée. Comme ça, on va vous dire, ah mais à cause des violences sexuelles, plus de douche habillée. Voilà, vous voyez, on retourne nos normes contre nous. Le ramadan, il faut changer les horaires d'entraînement, il faut changer, et ils essaient de l'imposer. Vous avez des clubs qui, parfois, acceptent de changer ces horaires-là. Je vous le dis, c'est aussi une façon de vérifier les choses, tout en vous disant, attention à ne pas confondre un phénomène où vous avez des gamins qui ont perdu leur père, ils sont mal dans leur peau, ils vont vers la religion, avec la radicalisation. Très attention à ne pas faire d'amalgame là-dessus. Moi, je respecte toutes les religions. Simplement, je considère qu'ils n'ont pas leur place sur le terrain. Et avant d'aller plus loin, de détailler ce que nous avons mis en pratique, un exemple concret que j'ai eu à vivre en tant que vice-président. Je m'occupe des îles de loisirs, 12 îles de loisirs, dont certaines ont des plages ou des piscines. Et vous avez des femmes, avant qu'on arrive, qui venaient en burkini. Et quand je suis arrivé, alors bon, on va parler d'abord de ce qu'on a fait voter, puis on parlera de cette question du burkini, parce que là, vous allez voir que c'est extrêmement grave, puisque ce sont des structures officielles qui jouent le jeu des islamistes, qui, aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin du CCIF, puisque ces structures-là, je le dis, défenseurs des droits, par exemple, au hasard, ce sont ces structures-là qui défendent leur combat. On parlera tout à l'heure de ça. Qu'avons-nous fait? Valérie Pécresse m'a confié, dès qu'on est arrivé en situation, la rédaction de la charte des valeurs de la République et de la laïcité. Cette charte, c'est un an de travail, un an de consultation. J'ai voulu mettre tous les élus, droite, gauche, pour essayer d'obtenir une unanimité. Toute la gauche a refusé de voter pour cette charte. Le Rassemblement national, c'était le Front national à l'époque, s'est abstenu. Toute la gauche a voté contre cette charte, il faut l'entendre, y compris, et ça c'était ma grande surprise, des socialistes, parce que moi j'ai été, en tant que Guadeloupéen, biberonné à Jaurès, à biberonné aux grands idéaux socialistes de l'universalité humaine, de la question d'égalité des femmes et des hommes. Là, je tombais de ma chaise. Et aujourd'hui, cette charte, qui est le fondement de tout partenariat avec les organismes de la région Île-de-France, tout que nous signons, eh bien cette charte, si vous ne la signez pas, vous n'avez pas accès aux subventions. C'est 5 760 bénéficiaires de subventions régionales qui ont signé cette charte. Celles qui n'ont pas signé, ils n'y ont pas droit. Mais comment s'assurer qu'on ne nous ment pas? Parce que la question du déclaratif, c'est aussi le sujet. Mais il se trouve que je m'occupais, avant de le transférer en 2021, dans une autre délégation, parce qu'on crée l'Agence pour la promesse républicaine, je m'occupais aussi du secteur associatif. Mais je scannais les associations. Et je remontais à 5 ans. Je scannais les associations, je demandais de scanner, et ce n'est pas les services qui le faisaient. C'était des petits jeunes, mais qu'on avait formés pour ça. On scannait aussi les présidents d'associations. On scannait les principaux dirigeants. Et on regardait sur les 5 dernières années le site Internet, les comptes Twitter, on googlisait leurs noms, on regardait les Facebook, on regardait tout ce qu'ils pouvaient avoir dit. Et s'il y avait le moindre doute, pas de subvention, je l'assume. Je le dis, je l'assume. Et quand je pouvais avoir des doutes sur des structures, je faisais appel à des gens sachants. Par exemple, j'ai plusieurs fois appelé sur la Tunisie l'imam Chalgoumi, qui connaît les associations. J'ai appelé d'autres organisations dont je savais les valeurs et dont j'étais certain, parce qu'ils avaient connaissance de ces structures, de ne pas pouvoir me tromper, parce qu'on a ce phénomène d'entrisme que les frères musulmans ont mis en place. Les salafistes, c'est facile, on les voit venir. Mais les frères musulmans infiltrent la société. Leur objectif, c'est de changer la norme. Donc, il faut être attentif. Donc, il y avait ce contrôle a priori. Et puis, nous avons aussi un double contrôle d'exécution, à la fois un compte-rendu d'exécution de la charte qui doit être nécessairement transmis par le porteur du projet. Donc, vous avez un projet. Dites-nous après comment vous avez appliqué la charte. On veut savoir comment vous avez fait. Et ensuite, nous faisons des audits régionaux de structures. Ça veut dire que nous avons une inspection générale, alors, qui n'est pas du même acabit
que l'inspection générale de l'État, qui est beaucoup plus corsetée, l'État, je le dis, avec beaucoup d'admiration, d'autant plus qu'elle est vouée à disparaître. On est tous devenus des administrateurs d'État, avec les préfets, les ambassadeurs. On ne revient pas sur la... je ne vais plus parler de ça, je vais me faire sanctionner. C'est le vice-président qui parle. Et donc, ce sujet-là, ce sujet est extrêmement important. C'est comment on s'assure que ce qu'on l'on donne n'est pas détourné. Et là, c'est vrai qu'il faut des contrôles. Et l'État a mis en place, alors, quand nous avons fait cette charte régionale, j'ai aussi fait la charte régionale d'éthique et de déontologie du sport. La première a été signée le 9 octobre 2018 à l'occasion d'un séminaire régional sur la lutte contre les violences dans le sport par la région. Toutes les ligues et comités régionaux que nous finançons, et nous en finançons 73, c'est près de 8 ou 10 millions d'euros que nous donnons chaque année. Donc inutile de vous dire que nous sommes le premier patron du sport en Île-de-France. Et donc nous avons un dialogue extrêmement constructif, étroit, avec les bénévoles du sport, parce que si vous ne dialoguez pas avec eux, vous grippez le système. On parlera tout à l'heure des dispositifs précis, mais sur cette charte-là, il y a 10 engagements. Je n'ai pas le temps de le détailler, parce que je dois parler jusqu'à et demi, il est déjà et demi, 35. Donc, sur cette charte-là, effectivement, aujourd'hui, nous irons plus loin. Parce qu'à partir de cette... Alors, bien sûr, la question des femmes est centrale. Bien sûr, la question de la lutte contre l'homophobie. Je ne vous cache pas que quand on est un islamiste, on n'aime pas les femmes, on n'aime pas les homosexuels. Donc, vous avez des indicateurs. Il ne faut pas chercher loin. Donc, vous savez, et on n'aime pas généralement les catholiques. Ni les juifs. Je vous donne petit à petit pour que vous puissiez réagir. Bien. Eh bien, aujourd'hui, cette charte fait l'objet d'un bilan qui est inscrit dans le cadre du renouvellement des conventions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est 8 à 10 millions d'euros. Vous avez l'obligation de me dire ce que vous avez mis en place. Parce qu'aujourd'hui, il faut que ça descende dans les clubs. Nous avons formé un certain nombre de personnes, je vous en parlerai tout à l'heure, et il faut que ça puisse descendre. Et ça va être... alors, on a été gêné en 2020, je vous le dis, la Covid, 2020-2021, ça a cassé totalement la montée en puissance de nos dispositifs. Mais ces années-là, ces prochaines années vont être décisives. Alors, qu'est-ce que nous avons mis en place en plus Alors, la charte laïcité, Schiappa avait dit c'est extraordinaire, c'est du jamais vu, il faut que l'État fasse la même chose que la région. Bon... sur ce que nous avons mis en place, et c'est toujours dans ma délégation et c'est toujours porté effectivement par moi depuis 2016, nous avons mis en place un projet qui est absolument en avance sur les autres. C'est un projet de prévention de la radicalisation et de défense des valeurs de la République. Nous avons demandé à tous les comités et ligues régionales sportives, tous, de nous donner des têtes de réseau. Le nombre de référents dépend des ligues. Le foot, qui a 300 000 licenciés aujourd'hui, ne peut pas nous donner un référent. Il en faut plusieurs. Et par exemple, une petite discipline, il faut en donner un seul, ça suffit. Et on s'adapte aussi. On sait que les questions de la radicalisation, cette empreinte-là, on le voit dans les sports de combat. On sait tout ça. Lisez autour de vous, vous verrez que tout ça c'est connu, etc. Donc, qu'avons-nous fait? Nous avons organisé une formation pour ces référents têtes de réseau, mais je ne l'ai pas fait avant d'avoir convaincu les ligues et les comités. Si nous étions passés en force, tout ce que nous aurions pu décider, c'était lettre morte. Je le dis. Il a fallu qu'on obtienne leur adhésion. Ça nous a pris 1 an. Et il a fallu qu'on convainque le mouvement sportif qu'il s'agissait d'une mission première qui était d'éduquer les gamins, de protéger les gamins. On vous confiait des gamins, l'idée c'était qu'ils n'aillent pas tomber dans d'autres dérives. Vous étiez là sur le judo, on a vu de l'athlétisme, la Seine-Saly, c'était pas le référent laïcité, il a d'abord été formé à la région. Et comme la formation, il a monté en gamme avec cette formation-là, il est devenu le référent avec André Giraud, il est devenu le référent de la Fédération française d'athlétisme et aussi le référent, et je salue la Seine
qui travaille avec nous aussi sur cette question de l'échelon régional. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ces référents qui ont été formés, qui doivent déployer le process de prévention et de radicalisation, faire monter des messages préventifs, sensibiliser les comités départementaux, faire descendre ça dans les clubs, les informer sur la conduite à tenir en cas de détection et de signaux, répondre, aider, conseiller, orienter, répondre aux sollicitations lorsque des cas se présentent, en aidant la personne à faire un bilan de situation, rédiger un constat, conseiller sur la conduite à tenir au regard du constat. Ça veut dire qu'il faut calibrer une réponse. La question, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une formation, double formation. C'est une formation laïcité, valeurs de la République, un jour, et l'autre formation, prévention de la radicalisation. Cette formation, c'est aussi une mise en situation. On vous donne des situations arrivées, on les a anonymisées, et on vous dit, voilà, avec les outils qu'on vous a donnés pendant ces 2 jours, où est-ce que vous vous situez ? Est-ce que c'est un problème d'atteinte à la laïcité? Est-ce que c'est un problème de radicalisation? Qu'est-ce que vous... Ils sont en situation. Nous étions les premiers à le faire, et l'État, et la secrétaire générale du CIPDR, Muriel Domnac, elle était une vraie guerrière sur ces questions, et elle n'était pas la seule à venir au colloque que nous avons organisé à la région dessus. Elle a déclaré publiquement que ce que fait la région Île-de-France est unique, c'est un modèle que l'État doit suivre. Elle l'a dit publiquement. L'État a mal suivi. Et je vais vous dire pourquoi. Et pourquoi il ne faut pas condamner forcément comme ça les clubs et le ministère des Sports. C'est qu'il y a une culture. Le ministère des Sports considère que tout ce qui relève de ces questions-là, ce n'est pas eux. Depuis longtemps, c'est historique. C'est l'État, c'est le ministère de l'Intérieur. Braillard était dans cette logique. Et pourtant, Braillard, il est pétri aux valeurs socialistes, de la République, des valeurs. Mais pour lui, ce n'était pas son affaire. Il n'y a pas un ministre des Sports qui a pensé différemment. Marès-Inéanou, pire. Enfin, vous avez peut-être entendu le nombre de messages violents dans les médias que je lui ai adressés sur ces questions-là. Elle nous a posé un vrai problème à la région. Elle nous mettait en difficulté. Elle mettait en difficulté nos ligues. Elle mettait en difficulté nos formations parce qu'on nous disait « Ah, la ministre a dit ». Je le dis, c'est un sujet. Quand vous avez des ministres qui n'ont rien compris et qui tiennent le discours contraire et qui tenaient et qui construisaient pour l'État des dispositifs, le ministre de l'Intérieur, ça veut dire qu'on avait une sorte, non pas d'ingérence, mais c'est l'interventionnisme des ministères de l'Intérieur dans le champ sport. Et vous avez certaines fédérations, vous avez des commandants de police qui se sont installés, vous avez dans d'autres fédérations. Bon, on ne va pas rentrer dans toute la technique, mais le ministère de l'Intérieur avait besoin de savoir ce qui se passe à défaut d'avoir un retour du sport et de nos agents. Moi, je veux rendre hommage à tous nos CTS. Ce n'est pas la question de nos CTS, conseillers techniques sportifs, qui sont au cœur du mouvement sportif. Eux, il faut les respecter. Ils n'ont pas d'instruction pour faire. Et puis, ce n'est pas la culture maison. On ne peut pas leur demander de faire des choses qui ne sont pas dans leur fiche de mission. C'est aussi ça le sujet. Donc, résultat, on avait une sorte d'immobilisme. Et puis est arrivée effectivement cette loi avec effectivement un texte sans contrainte pour l'instant. Bon, il faut s'attendre à ce que ça puisse monter en gamme et se durcir. On n'y est pas. Et on est très loin. Très loin. Et à la région, on a continué à avancer. Aujourd'hui, on en a formé plusieurs centaines de référents. En 2021-2022, je me suis adressé cette fois-ci aux élus. On a proposé à Conflans-Sainte-Honorine, on a formé, alors plusieurs territoires, mais Conflans-Sainte-Honorine, ça a été le premier territoire formé. 55 personnes. À Rissoranger, 15 personnes. Évry-Courcouronnes, 30 personnes. Pour associer des acteurs associatifs, municipaux, institutionnels. Vous dites que ça n'a pas de sens. Un gardien de gymnase, il ne sait pas ce qui se passe dans le gymnase? Donnez-lui les codes. Et peut-être qu'il parlera si vous lui garantissez l'anonymat. On peut dire ça de tous les agents municipaux, de tous les adjoints au maire qui ont parfois des difficultés. J'ai beaucoup d'adjoints au maire chargés des sports qui m'appellent pour qu'on arrive, pour qu'on les aide à démêler les choses. Donc nous avons effectivement un travail que nous avons développé dessus et nous animons le réseau de référents. Alors, évidemment, nous avons fait des colloques, des conférences, nous avons fait au CREPS, nous avons fait ça un peu partout. Mais au-delà de ça, évidemment, des signalements sont effectués auprès des autorités. Vous avez un numéro vert et on s'est aperçu
Parce que des présidents de ligue venaient me voir pour me dire « moi, ça m'ennuie de faire des signalements ». Et vous en avez d'autres qui ne le faisaient pas parce qu'ils se disaient « mais c'est une grave responsabilité que de faire un signalement sur une présomption et si je me trompais ». Donc ils ne faisaient pas. Donc aujourd'hui, on allège la question et on a fait un nouveau marché. C'est aujourd'hui celui qui a pris le marché qui va faire le signalement à sa place, à leur place. Je le dis aussi, nous finançons aussi des projets associatifs sur ces questions-là. C'est sur la période 2017-2022, 3 millions d'euros, plus de 3 millions d'euros. Et j'ai gardé, puisque j'ai transféré toutes mes lignes vie associative, mes lignes politiques de la ville, parce qu'on crée l'agence pour la promesse républicaine. C'est absurde que je conserve autant d'argent, alors qu'on a une agence, il vaut mieux que cette agence concentre tout. J'ai gardé uniquement la lutte contre la radicalisation. J'ai 1 million d'euros en appel à projet sur la prévention de la radicalisation. Je le dis parce que c'est un appel à projet, renseignez-vous quand ça passe, et il faut que ça puisse être diffusé un peu partout, et tous ceux qui ont des projets concrets, précis, ils ont droit. Alors, revenons à un dernier point, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, un cas d'école pour nous. Nous avons 12 îles de loisirs, vous les connaissez, Cergy-Pontoise, Jablines, Vers-Torcy, la base nautique olympique, etc. Bien. Évidemment, en arrivant, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes, des incidents. Je regardais le cahier des incidents dans le futur, et on voyait que des femmes venaient en burkini et se baignaient, et c'est les autres baigneurs qui s'énervaient, parce qu'ils disaient « mais nous, on n'a pas le droit de nous habiller, et vous, on vous êtes totalement habillés, on vous laisse faire ». Donc ça créait des incidents, et à chaque fois, il y avait des incidents, et parfois des bagarres. Donc là, en arrivant, on a dit pop, déjà, cette question de burkini, alors je rappelle, je suis d'origine libanaise, donc allez pas dire que je suis anti-libanais, hein. Mais c'est une Libanaise qui a inventé ça, elle s'ennuyait dans son foyer, elle a inventé le burkini, elle a dû devenir millionnaire, parce que ça s'est répandu, c'est récent. Et pour un vrai islamiste, une femme en burkini, c'est haram, je le dis en passant, bien, pour ceux qui ne le savent pas, bien. Eh bien, il se trouve qu'ils nous ont testés, parce qu'on a mis des grands panneaux, interdits dans la première année, obligation d'être en maillot, etc., et interdiction de se baigner habillé. Et vous aviez des femmes qui venaient en burkini qui expliquaient à l'entrée que ce n'était pas un vêtement, c'est un vêtement de bain. Et donc, il n'y avait rien qui interdisait de se baigner comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait voter, donc, et j'ai fait fabriquer sur toutes les îles qui ont ces piscines ou ces plages, parce qu'on a des plages, ben j'ai fait voter, j'ai mis en place un gros panneau que ça s'applique aussi au burkini. Et donc, le CCIF, à l'époque, avait décidé de nous régler notre compte. Donc, courrier recommandé, il faut donc évidemment le président de l'île de loisirs. Alors, l'île de loisirs, c'est une propriété régionale, c'est géré par un syndicat mixte. Inutile de vous dire que nous sommes les payeurs, puisque nous finançons tout l'investissement. C'est 10, 12 millions d'euros suivant les années. Il n'y a pas aujourd'hui un président d'île de loisirs, alors, sauf exception, qui ne prend pas soin de travailler avec nous étroitement sur ce qu'ils mettent en place. Donc la charte laïcité, ils l'ont mis dans leur règlement intérieur, ils l'ont tous adopté, ils ont tous adopté tout ce qu'on a mis, y compris la question du burkini, etc. Et il y avait ce gros panneau, le CCIF ATEC, en disant c'est une discrimination. Nous rédigeons une réponse où on met la région en première ligne, à charge pour le président de l'île de loisirs de le porter. Offensive du CCIF auprès du défenseur des droits. Le CCIF disparaît. Vous vous souvenez, je crois que c'est 2020, c'est ça? Allez, rafraîchissez-moi la parole. C'est 2020. Novembre 2020. C'est ça. Il y a une ancienne ministre socialiste. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la question n'est pas droite ou gauche. Il y en a qui sont pervertis. L'ancienne ministre socialiste de l'Outre-mer, il a fait autre chose avant, mais elle est surtout guadeloupéenne. Et là, honnêtement, Paul Langevin, je lui ai fait un costard sur mesure. Non, mais pardon, mais cette question-là, enfin, elle doit être la seule ou une des rares antillaises à raisonner comme ça. Je vous le dis, parce que nous, ce n'est pas notre ADN, nous. Bah, oui, c'est comme ça. Et donc,
et je vous dis, dans les cités, quand les Antillais mangent du porc, boivent de l'alcool, y compris dehors pendant le ramadan, ils sont victimes de violences. Et parfois, je dois trouver des logements sociaux. Donc, je fais jouer les réseaux de mer, je le dis. Donc, les premières victimes de ces questions-là, ce sont les habitants qui refusent les islamistes, qu'ils soient antillais, qu'ils soient d'origine gauloise, qu'ils soient africaines, qu'ils soient musulmanes, dès lors que, réelles ou supposées, dès lors qu'ils n'acceptent pas la norme, et on leur met la pression pour qu'ils se cassent, avec des violences à la clé. Bien, donc Paul Langevin nous écrit gentiment un courrier écrit en disant, ben voilà, le CCIF a quand même disparu. Hein. La plainte du CCIF, elle devrait tomber avec le CCIF. Et elle reprend la plainte du CCIF dans son intégralité. Et elle nous dit, ben voilà, je vais considérer que c'est une discrimination, parce que jusque-là, le défenseur des droits ne parlait pas de discrimination, il nous demande des explications. Et elle dit, je vais considérer que c'est une discrimination parce que je vais inverser la charge de la preuve. En fait, en matière de discrimination, pour ceux qui le savent, c'est à la victime de prouver qu'il a été victime de discrimination. Là, elle a dit, non, 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 c'est à vous de prouver que vous ne discriminez pas. Et donc maintenant, allez prouver ça. Alors, si vous allez regarder les médias à l'époque, il n'y a rien que je n'ai pas dit, ou que Valérie Pécresse n'ait pas dit sur elle et sur ce qu'elle fait. C'est les faux-nez du CCIF. Elle est nommée 3 jours plus tard. Nous sommes en plein hiver, la question ne se pose pas. La question du Burkini ne se pose pas en décembre. Elle vient d'être nommée. Son acte prioritaire, c'est régler notre compte sur cette question-là. On voit bien ce qu'il y a derrière. Et donc, on lui a répondu de manière très ferme. Plusieurs enjeux. D'abord, la question sociétale. Deuxièmement, il y a la question, puisque nos îles de loisirs, y compris nos plans de baignade, sont fragiles du point de vue écologique. Et quand vous baignez habillé, ben vous mettez partout des bactéries. Deuxièmement, on lui dit, mais les autres, là, je vais interdire à une femme de se baigner avec un maillot, avec un t-shirt, mais je vais autoriser un burkini. Ce n'est pas une discrimination, parce que vous avez, en fait, considéré qu'une femme musulmane, elle a des droits supérieurs aux autres Français. Enfin, une femme pas musulmane, islamiste, parce que les cas ne sont pas si fréquents que ça. C'est vraiment nous tester qui nous testaient. Il ne faut pas confondre. Parce que la plupart du temps, sur ces femmes qui viennent habillées en burkini, c'est les autres musulmanes qui viennent leur demander d'aller se déshabiller. Je le dis, pour ceux qui ont des doutes ici. Et donc, on lui explique aussi qu'il y a des baignades, il y a des noyades sur nos îles de loisirs, et qu'on a mis en place tout un système de surveillance. Le problème, c'est que quand vous êtes habillé, ben vous coulez à pic. Le temps de vous reprendre, de vous faire remonter, ensuite de vous mettre dans le bateau, c'est plus long parce que vous êtes plus lourd. Ensuite, il faut déchirer le truc pour mettre le défibrillateur. On perd du temps, donc une perte de chance. Et grâce à vous, on va avoir des morts, si on vous écoutait. Enfin, on lui a sorti toute une série d'arguments, mais on a beaucoup insisté dessus. On a clairement dit que cette question-là ne fera l'objet d'aucun compromis. Et elle peut parfaitement, parce qu'elle nous menace de signaler au procureur, parce que c'est ce que peut faire le défenseur des droits. On lui a dit, mais faites ce que vous voulez, on ne cédera pas. Et même condamné, on ne cédera pas sur ça. Alors, effectivement, la défenseur des droits, parce que Valérie Pécresse est polie, elle le dit fermement, mais poliment. Bon, en Guadeloupe, j'ai la réputation d'être mal élevé. Donc j'ai fait ce que je sais faire d'habitude. Et donc la présidente, la défenseur des droits, Paul Langevin, c'était son adjointe, a écrit plusieurs fois à Valérie pour se plaindre de moi, en disant c'est inacceptable. Bon, d'accord. Mais moi, ce que je constate, c'est que nous avons une structure avec des gens grassement payés, une structure de l'État qui, normalement, cette structure est chargée de défendre nos valeurs. C'est au nom de ces valeurs-là que cette structure a été créée. Elle n'a pas été créée comme ça. Eh bien, voilà une structure qui, effectivement, c'était comme l'Observatoire de la laïcité. J'ai eu un débat avec le directeur sur un plateau télé. Je lui ai dit ces 4 vérités. C'est ces structures-là qui trahissent la République et les valeurs de la République. Donc aujourd'hui, on attend toujours l'acte 3 de défenseur des droits, mais je profite
que nous sommes ici et que c'est filmé pour dire qu'on ne fera pas de concession, que Valérie Pécresse n'est pas une femme à faire marche arrière, que les menaces de procès ne lui font pas peur et que lorsqu'il y aura procès, nous en ferons un procès politique. J'ajoute que le gouvernement, et je le regrette parce que c'est Maracineanu à nous qui était à l'époque, a été ambigu sur le voile, sur le burkini. Venez comme vous êtes, ça veut dire que vous mettez en difficulté le foot, la Fédération française de foot qui dit pas de voile sur nos trucs. Et on sait bien que l'association qui est les Gilets, c'est l'association qui aujourd'hui est à Grenoble et qui est soutenue totalement par le maire de Grenoble. On connaît tous les réseaux. J'ajoute que je n'ai pas écrit que ce livre. J'ai fait ma thèse de sciences politiques sur l'islamisme. J'ajoute que j'ai écrit le dictionnaire mondial de l'islamisme depuis 2004 pour alerter sur les dangers qui attendaient la France. Moi, je ne confonds pas islam et islamisme, musulmans et islamistes. Au contraire, les musulmans sont avec nous, les islamistes sont nos ennemis. Je vous remercie.